Imaginez un pays qui accède officiellement à l'indépendance le 3 août 1960, qui possède parmi les ressources les plus stratégiques du monde, uranium, or, pétrole, mais qui pourtant traverse des décennies accumulées de réserves nationales sans transformation économique et avec une population qui ne voit jamais aucun bénéfice direct de toutes ces magnifiques richesses. C'est ce paradoxe que raconte l'histoire économique du Niger, une indépendance politique affichée, mais une souveraineté économique qui est restée sous tutelle. Quand Abdourahmane Tiani prend le contrôle du pays en milieu 2023, il n'y a pas un gramme d'or dans les coffres du pays. Il n'y a rien. Le pays est fauché à tous les niveaux. Il n'y a pas une entreprise stratégique détenue par le Niger. Et on leur faisait croire que l'uranium du Niger valait moins que de l'argile. Oui, la terre, l'argile qu'on trouve à côté des lacs ou des points d'eau. C'est vrai, ils ont réussi à convaincre les Nigériens et pas des moindres que notre uranium a moins de valeur que de l'argile. Combien de grammes d'or nous avons trouvé au Trésor national? 0. Dans une récente interview, Abdourahmane Tiani a fait de terribles révélations. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez. J'explique tout sur Penser le Monde. Avant de continuer, je vous rappelle qu'Holacraft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, de miniatures et des techniques d'animation utilisées par les grands studios. On ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam, pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail et le numéro. Le lien du site est en description. Revenons au sujet. Au cœur de toute cette histoire se trouve l'uranium. Découvert en 1959, juste avant l'indépendance, il devient immédiatement un enjeu stratégique pour la France, dont la politique énergétique et militaire dépend fortement du nucléaire. Très tôt, dès le décret du 24 avril 1961, on a les bases d'un système asymétrique qui sont posées, c'est-à-dire la limitation potentielle de l'exploitation nigérienne au nom des intérêts de défense de la France, la facilitation de stockage stratégique de matières premières et des contrats structurés de manière à garantir avant tout la sécurité énergétique française plutôt que le développement local, ou même essayer de faire les choses en parallèle. Non, tout ce qui comptait, c'était la sécurité de la France. Dans ce cadre, le Niger est forcé de renoncer à une partie importante de la fiscalité et des profits commerciaux liés à l'exploitation. Dans les années qui vont suivre, la relation devient un néocolonialisme économique très simple. Les échanges entre le président Hamani Diori et Jacques Foccart illustrent une tension profonde. D'un côté, on a des dirigeants africains qui cherchent à renégocier des conditions jugées injustes. De l'autre côté, on a une puissance, la France, convaincue qu'elle apporte déjà une forme de grâce économique à ses partenaires africains, notamment au Niger ici. Le ton condescendant de la France, rapporté dans les correspondances, reflète une vision où l'exploitation des ressources est présentée non pas comme une relation d'égal à égal, mais une relation de faveur. Et la France fait une faveur aux pays africains en exploitant leurs ressources. Soyez heureux qu'on ne prenne pas tout comme au bon vieux temps. C'est ça l'idée derrière. Après plus de 60 ans d'exploitation, lorsqu'un nouveau pouvoir arrive en Niamey en juillet 2023, les réserves d'or détenues par l'État est inexistante. On parle de 0 gramme. 0 gramme dans le trésor public national. Quand je les entends dire où passe l'argent de l'uranium, où passe l'argent du pétrole, où passe l'argent de l'or. Mais quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, combien de grammes d'or nous avons trouvé au Trésor national comme appartenant à l'État nigérien, donc appartenant à l'ensemble des Nigériens? 0. Quels étaient les bénéfices de la vente de l'uranium au profit des Nigériens? Rien. Et un peuple qui n'est même pas libre, qui n'est même pas maître de son destin, dont le combat le plus pragmatique est de le faire comprendre qu'il est désormais maître de son destin
qu'il est maître de ses ressources. Vous croyez que c'est un combat qu'on peut mener en 2 ans, 3 ans? C'est vrai, ils ont réussi à convaincre les Nigériens, et pas des moindres, que notre uranium a moins de valeur que de l'argile. Comment un pays extracteur peut-il rester structurellement pauvre alors que sa ressource alimente une industrie nucléaire parmi les plus puissantes au monde? Comment c'est possible? L'autre aspect rarement évoqué dans les grands récits officiels concerne le coût humain et environnemental. L'exploitation minière, notamment dans les zones d'uranium, laisse derrière elle des problèmes sanitaires et écologiques persistants. Pollution des sols, contamination des nappes phréatiques, exposition aux risques radiologiques. Le peuple du Niger a davantage hérité des conséquences de l'exploitation de leur uranium que des bénéfices, que des revenus générés de cette exploitation-là. L'uranium, le symbole de la richesse stratégique mondiale, devient pour le Niger un symbole de poison invisible, profitable ailleurs mais lourdement payé localement. Au-delà des chiffres, c'est surtout une philosophie économique qui est dénoncée par Tiani, celle où la valeur stratégique de l'uranium change selon les besoins des puissances extérieures. Tant que la ressource sert les intérêts énergétiques ou militaires des autres, elle est essentielle, c'est important, c'est une question stratégique. Dès lors que le Niger, pays producteur, réclame une plus grande souveraineté sur cette matière-là, il y a un autre récit qui apparaît comme par magie, celui d'une ressource prétendument moins rentable, voire secondaire. Cette bataille n'est donc pas seulement financière, elle est aussi narrative, une guerre d'interprétation sur la valeur réelle des richesses nationales. La souveraineté proclamée du Niger après 2023 est une rupture avec un cycle vieux de plus de 70 ans. Reprendre le contrôle des ressources, redéfinir les partenariats et replacer l'intérêt national au centre des décisions. Mais voilà, le truc c'est que cette rupture a entraîné des tensions. À partir de juillet 2023, l'histoire bascule. Ce qui était jusque-là une exploitation économique installée depuis des décennies entre le Niger et la France s'est transformé en une confrontation ouverte autour d'une question simple. À qui appartient réellement l'uranium extrait du sol du Niger? De base, la réponse à cette question est extrêmement évidente, d'une évidence que l'on trouverait même ridicule. Le problème, c'est que derrière cette question, il y a des milliards, des intérêts stratégiques mondiaux et une bataille d'influence qui dépasse largement la frontière du Niger, ou même les frontières sahéliennes, si on doit tirer plus large. Lorsque le nouveau pouvoir prend le contrôle à Niamey, il trouve des réserves importantes d'uranium déjà extraites. On parle de plus de 156 000 tonnes. Le message envoyé est clair. Désormais, ces ressources-là, tout ça, doit être considéré comme la propriété nationale. Pour les autorités, il s'agit d'une correction historique. Pour leurs adversaires, c'est un bouleversement brutal des règles établies où ils avaient l'avantage, bien évidemment. La réponse qui suit est immédiate. Le retrait de personnel étranger, la déconnexion du système international, l'arrêt ou alors le ralentissement de certains dispositifs techniques. Le symbole, il est très fort. Tiani envoie un message politique qui dit que sans la coopération de la France, suivant les nouvelles règles du Niger, la machine peut s'arrêter très simplement. Très vite donc, un nouveau récit apparaît dans l'espace médiatique occidental. Le Niger serait incapable de gérer seul ses ressources. Le Niger est en train de piller ce qui appartenait jusque-là à la France. Le climat se tente davantage avec les accusations de menaces sur des convois d'uranium. Comprenons que l'uranium n'est pas un produit ordinaire, c'est une ressource hautement stratégique liée à l'énergie, à l'industrie militaire et à la sécurité nationale de plusieurs puissances occidentales. Donc, toute perturbation dans son accès devient donc un sujet de sécurité nationale pour eux. Parallèlement, la rupture économique se manifeste aussi aux frontières, plus globalement. Blocages commerciaux, ralentissement des échanges, difficultés d'approvisionnement en produits médicaux ou pharmaceutiques, tensions sur l'électricité qui viennent des pays voisins. Par exemple, le Nigeria refusait désormais de fournir le Niger en électricité. On a autant d'éléments qui sont des formes de pression destinées à fragiliser le nouveau pouvoir à Niamey. Les points de passage comme Malanville ou Gaïa deviennent aussi des lieux de guerre économique silencieuse où on n'utilise pas d'armes, mais on agit sur des flux vitaux d'un pays enclavé. Par exemple, je parlais de médicaments. Quand le contrôle politique d'une ressource change brutalement, la confrontation ne se limite plus au site d'extraction. Elle se déplace vers tout ce qui permet à cette ressource de circuler. Ce ne sont pas seulement les mines qui sont en jeu, mais aussi les routes, les ports, les circuits bancaires, les contrats commerciaux et les alliances régionales. Un État peut détenir l'uranium sur son sol, sans pouvoir autant contrôler les mécanismes qui permettent de commercialiser ça sur le marché international. C'est ce qu'ils ont essayé de faire au Niger là. Avec ça, il y a même un signal à envoyer à tout le continent. Et ce signal, il est limpide. Tout pays qui choisit de reprendre la main sur ses richesses naturelles doit
s'attendre à faire face à de fortes pressions économiques, médiatiques et diplomatiques. La souveraineté est donc une véritable épreuve d'endurance pour l'État qui décide de l'assumer. La France affirme que l'uranium du Niger aurait perdu de son importance économique, comme par hasard, comme par magie. Pourtant, les tensions autour du contrôle de cet uranium-là n'ont jamais été aussi intenses. Et ça signifie souvent que sa valeur réelle dépasse largement ce qui est officiellement admis. Ce qui au départ ressemblait à une querelle sur la propriété économique de l'uranium se transforme en question de sécurité nationale et même de survie de civilisation. Le centre de gravité se déplace. On parle désormais de groupes armés, d'influence régionale et de stratégies destinées à affaiblir le Niger. La rupture de 2023 n'a pas seulement provoqué des tensions diplomatiques classiques. Elle a marqué l'entrée dans une nouvelle étape où la pression économique s'accompagne de menaces plus directes et plus difficiles à tracer malgré tout. Les zones frontalières entre le Niger et le Nigeria et des régions comme Zamfara ou alors Sokoto sont déjà connues pour la présence de groupes armés, de trafic et d'instabilité chronique globalement, alimentés par les mêmes gens qui prétendent être venus aider ou régler quoi que ce soit. Dans un tel climat, la ligne entre la sécurité locale et les manœuvres géopolitiques devient très difficile à distinguer. Les accusations évoquent des contacts entre des agents étrangers et des groupes armés, dans le but de raviver les tensions ou d'augmenter la pression interne sur les autorités de Niamey. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani, je l'ai dit le 29, a bénéficié de la collaboration des pays que j'ai cités et particulièrement des présidents de ces pays que j'ai cités. Si la contrainte économique ne suffit pas à faire reculer un État, alors l'instabilité sécuritaire peut devenir un moyen de fragiliser l'État de l'intérieur. Ce type de méthode n'est pas nouveau dans l'histoire, déjà vu et revu. Il y a aussi une guerre psychologique. Présenter un pays comme incapable de gérer ses richesses ou comme dirigé par des voyous, ça permet de décrédibiliser les choix de souveraineté sur la scène internationale. La bataille ne se limite pas au terrain militaire, elle se joue aussi dans les médias et dans la manière dont l'histoire est racontée. Au cœur de cette dynamique, c'est que la population devient l'enjeu central. La vraie bataille ne se limite pas aux dirigeants, elle concerne aussi l'opinion publique. Si les citoyens associent la souveraineté à une dégradation de leurs conditions de vie ou alors à la montée de l'insécurité, alors la stratégie de pression atteint son objectif. En revanche, si les sacrifices sont compris par la population comme le prix à payer pour une réelle indépendance, le pouvoir en place renforce sa légitimité. Ce combat-là, il est permanent depuis le début. Ce qui marque surtout, c'est l'évolution progressive du vocabulaire. On est passé du terme de contrat à celui d'hostilité, de partenaire économique à acteur hostile, d'un différend financier à une logique de confrontation. Dans cette transformation globale, le Sahel est l'un des points les plus sensibles d'un monde en recomposition, où les anciennes puissances cherchent à préserver leur influence. C'est tout. C'est comme ça qu'on apprend, dans les révélations de Tiani, qu'à partir de 2023, le conflit autour du Niger ne serait plus seulement économique ou diplomatique. Il entrait dans une phase beaucoup plus sombre, celle de la déstabilisation sécuritaire organisée. L'expulsion des forces françaises après le 26 juillet 2023 n'aura pas mis fin à une ingérence. Elle aura simplement transformé cette ingérence-là. Le cœur de l'accusation est assez clair. Après leur départ du Niger, les services secrets français, notamment la DGSE, se seraient repositionnés dans les pays voisins, principalement le Bénin et la Côte d'Ivoire. De là, ils ont opéré indirectement via des intermédiaires armés. On parle clairement d'un sponsoring du terrorisme, financé, armé et orienté avec des groupes, des troupes pour frapper le Niger sans apparaître officiellement dans le conflit. Le mécanisme repose sur l'utilisation de proxys, c'est-à-dire des groupes armés, des bandits, des mercenaires qui agissent au compte d'intérêts extérieurs. Et les noms circulent, ISWAP, un groupe armé basé à Sokoto, basé aussi à Kébi et à Zamfara. Les zones frontalières du nord du Nigeria deviennent alors une base arrière stratégique. Le Sahel, déjà fragilisé par des années d'instabilité, offre un terrain idéal pour ce type d'opération indirecte. Un épisode important se déroule le 2 et 3 janvier 2026, dans la forêt de Rougou, c'est à Zamfara. Il y a une réunion qui a rassemblé des agents français et plusieurs chefs de groupes armés actifs dans la zone frontalière. L'objectif était de relancer les hostilités contre le Niger. C'est une attaque qui a regroupé du moto des mercenaires de GSIM ou GENIM comme vous voulez, du moto plus un véhicule de l'EIGS
et 20 motos du mouvement Boko Haram, son aile ISWAP, qui a élu domicile dans la zone de Sokoto-Katsina, Kébi, Zamfara, et que nous avions en son temps alerté les autorités nigérianes. Ce sont ces groupes qui ont été recensés par les pays que j'avais cités, parce que si vous participez financièrement, pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. Des fonds ont même été distribués pour financer les attaques. Attaques qui auraient même provoqué des tensions internes entre des bandits. On parle de bandits qui étaient en train de s'accuser mutuellement de vouloir détourner l'argent. Voilà des bandits qui volent, qui s'apprêtent à tuer, mais qui sont choqués de détournement, quoi. Il est censé vraiment avoir un code d'honneur entre les bandits. Bref. Puis vient donc l'attaque spectaculaire, celle de l'aéroport de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Une opération coordonnée qui implique des groupes armés qui opèrent depuis le territoire du Nigeria. L'accusation va encore plus loin. Les services secrets français auraient collaboré avec certains dirigeants ouest-africains pour faciliter ces actions. L'objectif stratégique aurait été clair, frapper les infrastructures sensibles, démontrer la vulnérabilité du pouvoir en place et envoyer un signal politique fort. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Autre élément explosif révélé par Abdourahmane Tiani, c'est le financement de ces opérations. Un montant de 300 millions de francs CFA aurait été alloué, réparti entre les différentes logistiques des attaques. 200 millions pour les attaques, armes de préparation et tout, et après revendication, 100 millions. La précision financière rend difficile le fait de nier l'opération, d'autant plus que Tiani insiste sur sa capacité à démontrer les traces des flux financiers. Et la France peut financer ce genre d'opération avec des capuchons de bouteilles parce qu'ils peuvent imprimer du franc CFA à volonté. Ils contrôlent cette monnaie et ils peuvent faire ce qu'ils en veulent à leur guise. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour revendiquer. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours ces gens, vous comprendrez quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'EIGS a revendiqué. Mais nous savons aller au-delà de lignes, parce que nous avons les moyens d'aller au-delà de lignes. Pour qu'il revendique, il a bénéficié de 100 millions cash de francs CFA. C'est en ce temps qu'il est parti revendiquer. Moi, je m'étais souvent demandé pourquoi est-ce que ce genre d'opération n'est pas financé en euros. Voilà la raison. Parce que ce n'est pas possible de financer ça en euros. Ça coûterait trop cher. Mais en capuchon de bouteille, ça ne leur coûte rien du tout. Dans la même période de janvier 2026, on a eu des attaques simultanées qui devaient viser plusieurs localités de l'ouest du Niger. Tamou, Saï, Torodi, Tera, Bankilare, Walam, Bani Bangou, ainsi que Ayoru. Le but était d'étirer les forces de défense du Niger sur plusieurs fronts, ce qui allait créer un effet de saturation de la sécurité. Les plans ont été finalement interrompus, donc tout ça n'a pas pu être fait, uniquement à cause de l'échec de la mission de l'aéroport au Niger et des interventions rapides de l'armée. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de cette autre attaque qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français
Et quand je dis services spéciaux français, vous savez de qui je parle, c'est la DGSE et leurs agents qui sont à côté au Bénin et qui sont en Côte d'Ivoire également. Le châtiment réservé aux mercenaires et la leçon donnée à leurs sponsors qui a fait interrompre cet élan, cet assaut qui était planifié. Vous avez suivi, 2 jours après, ils ont tenté une incursion à Maklondi. Oui. Là également, parce que l'objectif des mercenaires et de leurs sponsors, et particulièrement de leurs sponsors, était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne. Mais au-delà de ces épisodes précis, la logique est plus large en fait. Si l'influence économique et militaire directe disparaît, elle peut être remplacée par une instabilité indirecte. Le terrorisme devient alors non seulement un phénomène local, mais aussi, mais surtout, un instrument géopolitique. L'Occident a sincèrement peur. Si le Niger, le Burkina Faso et le Mali parviennent à consolider une souveraineté sécuritaire et économique et civilisationnelle, d'autres pays vont suivre. Et c'est précisément ce scénario qui inquiète certaines puissances extérieures. D'ailleurs, c'est pour ça que Ibrahim Traoré est particulièrement une cible stratégique, à raison de son influence régionale. L'objectif n'est pas seulement de déstabiliser un pays. En fait, c'est plus violent, c'est d'empêcher la propagation d'un modèle souverainiste. Cette explication de Tiani transforme profondément la compréhension du terrorisme au Sahel. Ce n'est plus le produit d'une dynamique locale instrumentalisée, c'est-à-dire pauvreté, trafic, rivalité ethnique. C'est maintenant le résultat de manipulations extérieures dans une bataille d'influence beaucoup plus grande, beaucoup plus globale. Si on pousse donc la logique jusqu'au bout, la déstabilisation sécuritaire décrite par Tiani ne vise pas uniquement le Niger. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large donc. Empêcher qu'un modèle souverainiste ne se propage en Afrique. C'est ici qu'apparaît la notion d'effet domino. Depuis la création de l'AES, un nouveau modèle politique s'est affirmé. Et dans cette perspective, la crainte évoquée serait la suivante. Si l'Alliance tient et parvient à se stabiliser, à sécuriser le pays et à reprendre le contrôle de ses ressources, alors d'autres États africains vont tenter d'adopter la même trajectoire. C'est dans ce contexte que le capitaine Ibrahim Traoré est présenté comme une figure stratégique. Il est jeune, charismatique, très populaire sur les réseaux sociaux africains. Il incarne pour beaucoup une génération décidée à rompre avec les anciennes dépendances. C'est précisément cette influence qui en fait une cible prioritaire. Non pas simplement pour ce qu'il fait au Burkina Faso, non, mais pour ce qu'il représente symboliquement pour tous les Noirs à travers le monde. Dans tout ça, la France n'agit pas seule. Elle est accompagnée par certains acteurs européens et l'actuelle administration américaine. Terrible, hein? L'objectif est de contenir la montée d'un bloc sahélien autonome, qui est perçu comme une perte stratégique dans une région historiquement intégrée aux sphères d'influence occidentale. Dans cette vision, le terrorisme devient un outil de pression systémique. Il ne s'agit plus uniquement d'attaques isolées, mais d'un environnement d'insécurité entretenu pour rendre tout projet souverainiste politiquement très coûteux. Parce que si un État consacre l'essentiel de ses ressources à la lutte contre l'insécurité, cet État aura moins de marge pour structurer son économie, pour investir ou pour renforcer ses institutions. C'est ça l'objectif, c'est ça la stratégie derrière, c'est ça cette stratégie de saturation en fait de l'AES. Et l'AES jusqu'à présent combat ça avec brio et intelligence. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette première partie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh,